Salut à tous. Ce que nous avons vu cette fin de semaine à Oslo n'était pas simplement un autre sommet diplomatique ordinaire, c'était le Canada qui traçait une ligne dans la neige en disant « ça suffit ». Le Premier ministre Mark Carney s'est assis avec les dirigeants de la Norvège, du Danemark, de l'Islande, de la Suède et de la Finlande. Et ce qui est sorti de cette salle devrait terrifier quiconque à Washington pensait pouvoir continuer à bousculer ses voisins indéfiniment, parce que ce qui s'est réellement passé est très clair. À force de vendre l'intimidation comme une stratégie brillante, il fallait bien qu'un jour, les voisins cessent d'applaudir la mise en scène. Carney est entré dans ce sommet sans mâcher ses mots. La déclaration commune qui en est sortie a explicitement dénoncé la coercition économique, pas une coercition théorique, la coercition qui porte les empreintes digitales de Donald Trump. Et il faut être très clair sur ce que ça signifie. Ce que Carney et ses dirigeants nordiques ont fait, c'est construire une structure d'alliance spécifiquement conçue pour contrer l'intimidation américaine. La diplomatie façon Trump adore appeler ça de la fermeté, même quand tout le monde y voit surtout une facture politique qui s'accumule. Le Canada, la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Suède et la Finlande ne sont pas des pays qui se retrouvent au hasard pour prendre un café. Ce sont des nations qui partagent des intérêts arctiques, des valeurs démocratiques et surtout un souvenir très récent d'avoir subi des menaces directes de l'administration Trump. Et maintenant, ils coordonnent, ils élaborent une stratégie, ils construisent quelque chose qui laisse les États-Unis à l'extérieur, le nez contre la vitre. Transformer des alliés stables en club de résistance, il faut reconnaître que ce n'était sans doute pas le slogan officiel, mais le résultat est là. C'est là que cela devient absolument fascinant. La question du Groenland a été posée de manière frontale, jusqu'à savoir si le Canada défendrait le Groenland contre les menaces d'annexion américaine. Il faut mesurer ce que cela signifie. Nous vivons dans un monde où le Premier ministre du Canada doit publiquement s'engager à défendre un territoire danois contre une potentielle agression américaine. Nous sommes en mars 2026 et nous regardons en temps réel les plus proches alliés de l'Amérique former des pactes défensifs contre Washington. Il fallait vraiment une diplomatie au mégaphone pour réussir à faire passer l'idée qu'un allié devait être protégé d'un autre allié. Carney n'a pas hésité. Le Canada se tient aux côtés de la souveraineté du Groenland. L'avenir du Groenland appartient aux Groenlandais et au Danemark. Et surtout, il a ajouté quelque chose de crucial. Le Canada soutiendrait cette position par des mesures si nécessaires. Des mesures si nécessaires. Ce n'est pas du jargon diplomatique creux, c'est un engagement à l'action. C'est le Canada qui dit au monde entier que si Trump ou n'importe quelle future administration américaine pense pouvoir simplement entrer et s'emparer du Groenland, il faudra d'abord passer par Ottawa. À un moment, la politique du coup de pression finit toujours par rencontrer des gens qui ont décidé de lire les petites lignes. Ce qui rend la scène encore plus frappante, c'est ce qu'a dit la première ministre danoise Mette Frederiksen. Elle a explicitement remercié les dirigeants nordiques et le Canada pour leur résistance à ce qu'elle a appelé des pressions totalement inacceptables de la part des États-Unis et du président américain concernant le Groenland. Une première ministre danoise en exercice l'a dit à voix haute pour le compte officiel. Le Danemark est un allié de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le Danemark a été l'un des partenaires les plus fiables de l'Amérique en Europe depuis des décennies. Et aujourd'hui, son dirigeant appelle publiquement la pression américaine inacceptable et remercie le Canada de les avoir aidés à y résister. Quand vos alliés commencent à vous remercier pour avoir contenu Washington, c'est plus du leadership, c'est du service après crise. Voilà à quoi ressemble l'isolement. Voilà ce qui arrive quand on passe des années à menacer ses alliés, à imposer des tarifs arbitraires, à traiter des nations souveraines comme des propriétés qu'on peut acquérir sur un coup de tête. Un jour, on se réveille et on découvre que ces alliés ont discrètement construit un cadre entièrement nouveau qui ne vous inclut pas. La grande promesse de domination finit parfois en abonnement premium à la solitude diplomatique. Ce que cela signifie stratégiquement est considérable, parce que la dimension arctique de ce sommet est absolument critique.
Ces 6 nations contrôlent pratiquement l'ensemble du pourtour arctique, à l'exception de la Russie et de l'Alaska. Elles contrôlent les routes maritimes, elles contrôlent les ressources, elles contrôlent l'avenir du développement arctique. Et quand elles disent, lors de ce sommet, approfondir leurs liens économiques spécifiquement conçus pour contrer ce qu'elles ont explicitement appelé l'armement du commerce et de la technologie, elles ne font pas dans la subtilité. Elles disent ouvertement que le commerce international est devenu un outil de coercition et quiconque suit l'actualité sait exactement de quel pays elles parlent. À force d'utiliser le commerce comme un gourdin, il ne faut pas feindre la surprise quand les autres apprennent à construire sans vous. Les menaces tarifaires de Trump, son chantage économique permanent, son traitement du Canada comme d'un État subordonné plutôt que d'une nation souveraine, tout cela a des conséquences. Et la conséquence qui se déploie à Oslo, c'est que le Canada a décidé que compter sur les États-Unis n'est plus une stratégie viable. Alors, il construit des alternatives, il diversifie, il crée des partenariats économiques qui ne transitent plus par Washington, et il le fait avec des pays qui partagent ses valeurs. Le protectionnisme, brandi comme un spectacle de force, finit souvent par offrir aux autres une excellente raison d'ouvrir une autre porte. Ce qui est presque drôle dans tout ça, c'est que Trump pensait probablement qu'il était dur. Pression maximale. Faites-les supplier. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a uni le Canada et les pays nordiques dans une opposition commune à la politique américaine. Il leur a donné une cause commune. Il leur a fait réaliser qu'ils faisaient face à une menace commune. Et cette menace, c'est l'imprévisibilité et l'agressivité de la politique étrangère américaine. La stratégie du bras de fer permanent oublie toujours un détail. À force de serrer trop fort, tout le monde finit par lâcher la main. Mark Carney n'est pas à Oslo parce qu'il s'est réveillé un matin en trouvant les pays nordiques sympathiques. Il est là parce que le comportement de Trump en a fait une nécessité stratégique. Chacun des dirigeants présents dans cette salle a regardé les États-Unis devenir de moins en moins fiables, de plus en plus hostiles, de plus en plus prêts à traiter leurs amis comme des ennemis. Alors, ils font ce que tout acteur rationnel ferait. Ils construisent une assurance, ils créent des options, ils s'assurent que la prochaine fois qu'un président américain décide de piquer une crise et de menacer avec des tarifs ou des acquisitions territoriales, ils auront une autre direction vers laquelle se tourner. Quand la Maison-Blanche ressemble trop souvent à une conférence de presse en état d'alerte, les capitales sérieuses commencent logiquement à préparer un plan B. Concrètement, cela signifie que le Canada, en approfondissant ses liens avec les pays nordiques, crée des marchés alternatifs pour ses ressources, des sources alternatives pour ses importations, des partenariats alternatifs pour son secteur technologique. La Norvège possède d'immenses ressources énergétiques, le Danemark a des technologies vertes avancées, la Suède et la Finlande ont des industries manufacturières et technologiques de classe mondiale. L'Islande a une expertise géothermique et un positionnement stratégique dans l'Atlantique. Eh bien, ce ne sont pas des partenariats symboliques, ce sont des relations économiques concrètes qui peuvent absorber une partie des échanges qui transitent actuellement vers les États-Unis. Et chaque dollar de commerce redirigé des États-Unis vers le bloc nordique est un dollar de moins que Washington peut utiliser comme levier sur Ottawa. Chaque nouveau partenariat est une réduction supplémentaire de la dépendance. Chaque contreprise est un pas de plus vers la souveraineté économique. C'est à ça que ressemble concrètement l'émancipation de la coercition américaine. C'est la construction patiente et méthodique d'alternatives pour que la prochaine fois que les États-Unis menacent une guerre commerciale, le Canada puisse hausser les épaules et dire « très bien, on vendra ailleurs ». À force de confondre négociation et ultimatum, on finit par financer sa propre mise à l'écart. Un élément crucial s'est perdu dans toute la couverture médiatique. Les dirigeants n'ont pas seulement parlé de coopération économique, ils ont pris un engagement commun envers la souveraineté et l'intégrité territoriale fondée sur le droit international. Et ils l'ont fait dans un contexte où ils discutaient explicitement des menaces américaines contre le Groenland. C'est pas un accident, c'est une déclaration de sécurité collective. Ce sont ces 6 nations qui disent qu'elles reconnaissent les frontières des unes et des autres et qu'elles se tiendront ensemble pour les défendre.
ce n'est pas l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est quelque chose de potentiellement plus significatif parce que c'est spécifiquement calibré pour faire face à des menaces que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord n'était pas conçue pour gérer, à savoir des menaces provenant d'un membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il faut une sacrée performance politique pour pousser des alliés à inventer un parapluie précisément parce que vous tenez trop souvent l'orage dans vos mains. Les implications sont énormes. Si une future administration tente quelque chose de similaire avec le Groenland, elle sait maintenant qu'elle n'a pas seulement affaire au Danemark. Elle a affaire au Canada, à la Norvège, à l'Islande, à la Suède et à la Finlande. Un bloc unifié qui contrôle des territoires cruciaux, des ressources et des positions stratégiques. Et tout ça est arrivé parce que Trump n'a pas pu s'empêcher de menacer le Groenland. 15 mars 2026. Cette date compte. Les historiens pointeront ce sommet d'Oslo comme le moment où le partenariat nord-américain de l'après-guerre a fondamentalement changé de nature. C'est le moment où le Canada a cessé de prétendre que la relation avec les États-Unis était égale et a commencé à construire l'infrastructure pour réellement atteindre cette égalité. Et le moment compte. Nous sommes à moins de 2 mois du mandat actuel de Trump. Il n'a même pas encore pleinement mis en œuvre son régime tarifaire menaçant et déjà le Canada est à Oslo en train de conclure des accords qui préparent explicitement à la coercition économique américaine. Carney n'attend pas de voir si Trump va vraiment passer à l'acte. Il suppose qu'il le fera et agit en conséquence. Ça dit tout sur la façon dont Ottawa perçoit Washington désormais. Plus aucun bénéfice du doute, plus aucune hypothèse de bonne foi, juste un calcul stratégique froid sur comment minimiser la vulnérabilité aux caprices de la politique américaine. Et il est difficile de blâmer cette logique. Après des années de montagnes russes, après avoir regardé des accords commerciaux être déchirés sur Twitter, après avoir subi des menaces, des insultes et des tarifs arbitraires, le Canada a apparemment décidé que l'espoir n'est pas une stratégie. Quand une politique étrangère ressemble trop souvent à un fil de publication lancé à chaud, les partenaires finissent par investir dans des extincteurs. Il faut maintenant imaginer à quoi ressemble le monde dans 5 ans, si cette tendance continue. Le Canada a des liens économiques profonds avec les pays nordiques, avec l'Europe plus largement, probablement avec les économies asiatiques également. Les États-Unis restent le plus grand partenaire commercial du Canada, mais ils ne sont plus son seul partenaire viable, ni le partenaire qui peut dicter ses conditions parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est une perte massive de levier pour Washington. C'est un changement fondamental dans la dynamique de pouvoir nord-américaine. Et ça ne concerne pas seulement le Canada. Tous les alliés américains regardent, ils voient qu'il existe un manuel pour réduire la dépendance aux États-Unis et que ce manuel fonctionne. L'ironie suprême, c'est que la marque de Trump est censée être de rendre l'Amérique grande à nouveau, de mettre l'Amérique en premier. Mais ce qu'il fait réellement, c'est rendre l'Amérique irrélevante. Il construit un monde où les amis de l'Amérique n'ont plus besoin de l'Amérique parce qu'ils ont appris qu'ils ne peuvent pas compter sur elle. À trop promettre la toute-puissance au micro, on finit par organiser sa propre sortie du centre de la pièce. La conférence de presse a offert un moment qui cristallise tout. Le partenariat nordique y apparaissait clairement comme une réponse à la politique américaine. Carney n'a pas pris la sortie diplomatique facile. Il a dit que le commerce international et la technologie sont de plus en plus utilisés comme outils de coercition. Il a dit que les puissances moyennes doivent se coordonner pour protéger leurs intérêts. Il a dit que la souveraineté et l'intégrité territoriale doivent être défendues. Et il a dit tout ça dans un contexte où tout le monde dans cette salle savait exactement de quel pays il parlait. C'est aussi proche que la diplomatie peut approcher d'une déclaration disant « Les États-Unis sont le problème et nous construisons une solution qui ne vous inclut pas ». Le style Trump adore les podiums, mais les autres pays, eux, prennent des notes. Et le fait qu'il se soit senti à l'aise de le dire, que les 6 dirigeants se soient sentis à l'aise de signer une déclaration qui le dit, indique que le calcul diplomatique a fondamentalement changé. Il était autrefois risqué, pour un pays comme le Canada, de critiquer les États-Unis. La relation économique était trop importante, le partenariat sécuritaire trop précieux. On pouvait grommeler en privé,
mais on ne construisait pas d'alternative publique. Cette époque est révolue. La question du Groenland montre jusqu'où ce basculement est allé. Carnett a engagé le Canada à défendre la souveraineté du Groenland par des mesures si nécessaires. C'est pas symbolique, c'est une garantie qui a des dents. Concrètement, cela pourrait vouloir dire des sanctions économiques contre tout pays qui menace le Groenland, l'isolement diplomatique, la coopération militaire avec le Danemark pour surveiller le territoire groenlandais, le partage de renseignements sur les menaces, des patrouilles arctiques conjointes. C'est la substance d'un engagement de défense mutuelle étendu pour se protéger contre une potentielle agression américaine. Quand on en arrive à détailler ce genre de scénario entre alliés historiques, c'est que le théâtre des menaces a déjà débordé sur la carte du réel. Agression américaine. Ces mots ne devraient pas aller ensemble quand on parle du Canada et du Danemark. Ce sont censés être les alliés les plus proches au monde. Et pourtant, nous en sommes là, avec le Canada prenant des engagements publics pour défendre le territoire danois contre les États-Unis. La politique de l'effet de manche adore choquer la salle, mais elle oublie souvent qu'ensuite il faut gérer les conséquences hors caméra. La raison de cette situation tient en un mot, Trump. Sa rhétorique sur le Groenland n'était pas une blague. Ses menaces tarifaires ne sont pas des tactiques de négociation. Son traitement des alliés comme d'obstacles à surmonter plutôt que de partenaires à respecter. C'est pas du génie non conventionnel. C'est juste destructeur. Et cette destruction se manifeste maintenant en temps réel, tandis que toute l'architecture de la coopération nord-américaine est reconstruite sans leadership américain. Faire passer le chaos pour du génie tactique est un numéro de communication efficace, jusqu'au moment où plus personne n'achète le billet. Il y a encore quelque chose qui va compter dans les années à venir et qu'on ne dit pas assez. L'Arctique fond, les routes maritimes qui s'ouvrent et les ressources qui deviennent accessibles vont faire de cette région l'une des plus stratégiquement importantes sur Terre dans les 10 prochaines années. Ces routes à elles seules vaudront des milliers de milliards. Et qui contrôle l'accès à ces routes et à ces ressources? Le Canada et les pays nordiques, exactement. Les nations qui viennent d'approfondir leur partenariat à Oslo. Les États-Unis ont besoin d'un accès arctique, les entreprises américaines veulent des ressources arctiques, l'armée américaine a besoin de routes arctiques pour son positionnement stratégique, et tout cela nécessite désormais une coopération avec un bloc de nations qui viennent publiquement de s'organiser pour résister à la coercition américaine. Le problème est là, Trump s'est privé de levier, il a intimidé jusqu'à sa propre irrélevance. Et maintenant, quand les États-Unis viendront demander l'accès aux ressources ou aux routes maritimes arctiques, le Canada et les pays nordiques pourront dire « Parlons de la façon dont vous nous avez traités. Parlons de ces tarifs. Parlons de votre respect pour notre souveraineté. Négocions en tant qu'égaux. » Ce sont des conséquences qui se font entendre. Il est toujours plus facile de promettre la domination devant les caméras que de revenir ensuite demander poliment une place à la table. La situation actuelle est limpide. Le Premier ministre du Canada vient de rencontrer les dirigeants de la Norvège, du Danemark, de l'Islande, de la Suède et de la Finlande. Ils ont émis une déclaration commune sur la résistance à la coercition économique. Ils se sont engagés à défendre mutuellement leur souveraineté, ils ont promis d'approfondir leur coopération économique et technologique, et tout ça se passe en réponse explicite à la politique américaine. Dans les médias américains, ce sommet est presque absent, ou réduit à un bref de 30 secondes sans contexte. Les médias américains ne veulent pas couvrir des histoires qui font paraître les États-Unis faibles ou isolés. Mais les médias canadiens en ont parlé de manière exhaustive. Les médias nordiques aussi, parce qu'ils comprennent ce qui vient de se passer. Ils regardent leur gouvernement faire un pas concret vers l'indépendance vis à vis de la domination américaine. Et ce n'est que le début. Quand le récit officiel préfère détourner le regard, la réalité, elle, continue d'avancer sans demander l'autorisation du plateau télé. Le sommet d'Oslo a établi un cadre. Maintenant vient le travail difficile de développer ce cadre avec des accords, des partenariats et une coopération qui rendent l'engagement théorique réel. Chaque étape
de ce processus est une perte d'influence pour les États-Unis, une perte de levier, une perte de la position dominante qu'ils ont détenue en Amérique du Nord depuis la Seconde Guerre mondiale. Les conférences de presse peuvent meubler une soirée, mais elles ne remplacent jamais les alliances qu'on a méthodiquement abîmées. Trump voulait rendre l'Amérique grande à nouveau. Ce qu'il fait réellement, c'est rendre l'Amérique irrélevante. Et au moment où la plupart des Américains réaliseront ce qui a été perdu, il sera trop tard pour le récupérer. Parce qu'on ne reconstruit pas la confiance qui a été systématiquement détruite. Le Canada n'oubliera pas qu'il a dû construire des partenariats alternatifs pour se protéger des États-Unis. Les pays nordiques n'oublieront pas qu'ils ont dû s'unir pour résister à la pression américaine. Ces mémoires durent, ces partenariats perdurent. Le problème des politiques fondées sur le rapport de force permanent, c'est qu'elles laissent derrière elles une mémoire très disciplinée. Mark Carney est allé à Oslo, et en est revenu avec quelque chose de plus précieux que n'importe quel accord commercial. Il est revenu avec des options, avec des alternatives, avec le début d'une véritable indépendance stratégique. Et du point de vue du Canada, du point de vue de quiconque a subi le chaos de la politique américaine, ça vaut plus que tous les échanges commerciaux avec les États-Unis réunis, parce que la souveraineté n'est pas à vendre. À force de traiter la loyauté comme un dû, on pousse ses partenaires à redécouvrir le prix exact de leur liberté. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.